Les participants peuvent nous entendre maintenant, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, nous allons commencer l'événement et j'espère que vous arrivez à nous entendre. D'accord? Merci. Bien. J'espère que vous arrivez à bien nous entendre. Bien. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous à ce side event, donc cet événement parallèle. Merci d'être parmi nous. Nous avons eu une journée bien spéciale relative aux problèmes techniques, mais j'espère que tout ceci a été résolu, que ça va bien se passer. Donc, pour les panélistes aujourd'hui, mon nom est donc Claire Eddy de l'UDC. Je suis chercheuse au sein de l'UDC, coordinatrice au sein de l'Observatoire des trafics des immigrants. Je vais vous donner une euh, introduction très rapide relative à tout ceci. Nous allons avoir une contribution de nos collègues, Madame Julia Joel de la Gambie, et après cela, mon collègue Julia va certainement nous parler un peu plus des différents résultats des recherches et nous allons également avoir certains commentaires, certains résultats aussi de notre Monsieur Hossam des îles Canaries qui va nous parler des perspectives et des réflexions sur les îles elles-mêmes. Et sans plus tarder, je voudrais donc parce que, comme vous savez, avec ces événements parallèles, nous avons du temps très limité. Je voudrais commencer sans plus tarder la présentation, s'il vous plaît, en vous donner une idée générale de ce que l'Observatoire représente et ce que nous sommes en train de faire jusqu'à maintenant. Et, dans le cadre de nos propres recherches, je vais essayer de m'assurer tout d'abord que j'ai déjà la présentation qui est bien mise. Nous allons démarrer sans plus tarder, s'il vous plaît. J'espère que vous arrivez à voir ma présentation, mon écran. Et aujourd'hui, on est en train de présenter aujourd'hui la troisième phase de la recherche de l'Observatoire relative donc aux migrants. Et je voudrais dire aussi que pour ceux qui voudront entendre donc la langue arabe ou la langue espagnole, aussi bien que la langue française, il y a un bouton juste sur le côté gauche de l'écran et vous pouvez choisir la langue de votre propre préférence. Vous pouvez pressionner le bouton audio, original French. Para los que escuchan en español, hay un botón para escuchar. Pour ceux qui nous suivent en ce moment en espagnol, veuillez m'excuser pour mon espagnol, mais sachez qu'en bas à gauche. If you press. Désolé pour les francophones. Vous pouvez toujours le faire aussi. Donc, désolé si je ne parle pas arabe. Qu'en est-il, par exemple, de l'UDC, aussi bien que les migrants ont été lancés exactement il y a de cela une année pour la commission, justement, de la justice criminelle de 2021. Donc, quand la recherche a été lancée, depuis cette période, l'Observatoire a été d'une manière virtuelle, donc a travaillé en ligne en ce qui concerne le trafic des migrants, a été mis en place pour donner une réponse à des problèmes qui ont été identifiés. Mais il y a un manque donc de données administratives relatives donc au trafic illicite des migrants à un niveau donc global. Nous avons besoin de preuves pour pouvoir orienter les réponses aussi bien que la protection des trafics illicites des migrants des réfugiés. L'Observatoire fournit donc des informations, aussi bien que des données, des informations relatives au trafic illicite des migrants sur cette plateforme. Ceci représente bien évidemment également et considère également au mandat qui a été donné à l'UDC lors de l'Assemblée générale en 2018 pour faire la collecte des informations et des données des différentes donc, entités, le modus operandi qui est en train d'être fait, aussi bien que des différents donc, crimes organisés transfrontaliers. Et de cette manière, le site web, comme je l'ai dit, a été lancé il y a de cela une année et vous pouvez voir à la lumière de tout ceci l'adresse du au site web www.udc-rsi-r Et là, vous allez certainement trouver sur notre page donc menu des recherches qui ont été faites par l'Observatoire et vous allez certainement trouver en haut certaines informations relatives à l'Observatoire, aussi bien que la méthodologie, les différentes publications, etc., qui ont été faites.
malheureusement, nous avons le site qui est disponible juste en langue anglaise, mais nous programmons d'avoir plusieurs versions en différentes langues qui vont être disponibles dans le cadre des recherches qui sont à être faites par l'Observatoire. L'objectif de cet observatoire, c'est de faire des recherches afin de fournir des informations basées sur des preuves pour informer les réponses des différents pays et ceci fait partie justement de protocoles onusiens relatifs au trafic illicite des migrants. L'objectif, c'est de combattre ce type de trafic, promouvoir la coopération entre les différents États et de protéger aisément les droits des gens qui ont été sujets à ce type de programme. Donc, nous prenons en considération aussi, il y a très peu de données administratives qui sont disponibles, ce qui veut dire que c'est très difficile de compter simplement sur des cas qui ont été identifiés, aussi bien que des données qui ont été partagées. Au lieu de cela, nous sommes en train de faire donc des recherches qualitatives et faire la collecte d'informations à travers des entretiens, des recherches rassembler ensemble toutes les informations que nous avons en notre propre possession afin d'avoir une meilleure compréhension du phénomène relatif au trafic illicite des migrants, aussi bien que des réponses qui doivent être faites et faire de sorte à ce qu'elles soient disponibles et interagir également afin de pouvoir comprendre et qui pourraient être utilisées d'une manière directe pour informer les décideurs politiques. La même chose également pour s'orienter vers le débat d'aujourd'hui. On est en train de lancer notre troisième story map, ce qui veut dire que au mois de mai 2020, la toute première histoire map, la toute première phase de recherche dont vous pouvez avoir accès sur le site, interagir avec le graphisme aussi bien que les cartes pour avoir les informations. La deuxième phase s'est concentrée principalement sur la route de l'Afrique de l'Ouest qui sont dirigées vers le centre de la Méditerranée et à travers également une partie de l'Afrique du Nord, en particulier la Tunisie et la Libye. Et après cela, nous avons lancé notre deuxième phase de recherche, notre deuxième story map au mois de décembre de l'année dernière. Et ceci s'est concentré principalement sur le Maroc, l'Afrique de l'Ouest, aussi bien que l'Afrique ouest de la mer Méditerranée. Vous pouvez voir ce qui semble être intéressant à partir de ce graphisme qui illustre le nombre de gens qui arrivent sur la partie ouest de la route méditerranéenne du Maroc vers l'Espagne. Et ceci depuis 2009. Et là, le parti bleu que vous voyez sur ce graphe. Et on est en train de voir des gens arriver également sur la partie nord-ouest de l'Afrique. Et c'est ce que nous avons débattre aujourd'hui, les gens qui partent à partir de la côte nord-ouest et arriver sur la partie de l'Espagne. Et ce que vous voyez également sur ceci en couleur verte. Vous pouvez voir que vers la fin de 2020, donc une augmentation très importante des gens qui sont en train d'arriver sur les îles Canaries et surtout quand on compare aussi à d'autres décennies où la partie était beaucoup plus dominante vers le Maroc et l'Espagne. C'est la raison principale pour laquelle on voudrait se concentrer d'une manière spécifique sur ces routes-là. Et c'est juste pour vous dire d'une manière générale où nous en sommes en termes de plan, de planification dans le cadre de nos travaux au sein de l'Observatoire pour l'avenir. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons déjà mentionné des recherches qui sont déjà disponibles sur la Libye, la partie centre de la Méditerranée, l'Afrique de l'Ouest. Nous avons fait des recherches sur la partie ouest de la route méditerranéenne, le Maroc. Et aujourd'hui, mais pas d'une manière officielle, on est en train de débattre et discuter également ce qu'il en est des routes de la partie ouest de l'Afrique, aussi bien que des recherches va être disponible sur le site de notre observatoire dans la phase d'accomplir également des recherches sur les migrants ou le trafic illicite des migrants du Nigeria qui va être disponible très bientôt. Et on est en train de travailler sur des recherches en cours des trafics, l'Éthiopie, Soudan, l'Afghan, la partie ouest du Méditerranée et l'utilisation également de systèmes de Hawala aussi dans le cadre de ce trafic illicite des migrants, aussi bien que ce trafic illicite dans la partie sud de l'Asie. Donc, essayer de continuer à garder un œil sur notre propre site. Il y a des résultats de recherche qui vont être publiés très bientôt. C'était ce que je voulais vous dire de ma propre perspective en ce moment. Pourquoi je voudrais progresser, avancer. Nous avons l'honneur de... Nous espérons que tout ceci va bien fonctionner. Madame Jouala, qui est la directrice de l'agence gambienne contre le trafic illicite des migrants, va se joindre à nous de New York avec beaucoup de difficultés techniques. Donc, nous espérons qu'elle va être capable de parler et je vais également essayer aussi de faire de sorte de partager sa présentation avec nous. Madame, est-ce que vous arrivez à nous entendre, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pouvez parler encore une fois, s'il vous plaît? Oui, oui, on arrive à vous entendre. Est-ce que je peux commencer ma présentation maintenant? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de l'UDC pour me présenter, de prendre place à ce forum fort important. Je suis la directrice exécutive de l'Agence nationale relative au trafic illicite en Gambie des migrants. Comme vous le savez tous, donc il y a ce protocole qui a été fait pour prévenir certains cas, spécialement les femmes et les enfants. Et bien sûr, comme il était déjà stipulé dans la Convention onusienne et des crimes organisés, ce qui veut dire qu'en Gambie, nous avons donc l'agence contre les trafics illicites et aussi bien que le département de l'immigration est mandaté pour se battre contre le trafic illicite des migrants. Et depuis que ce protocole a été ratifié, que mon pays a commencé justement à travailler et depuis 2007, mais le trafic des migrants a été continue à avoir lieu et c'est très difficile justement à combattre peut-être. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaie de faire où il y a des problèmes, bien sûr, de différents processus lors de ce processus de trafic. Et le problème, bien sûr, majeur à ce titre-là, est qu'on essaie de criminaliser, bien sûr, le combat de trafic illicite des migrants. Nous avons certains cas relatifs au trafic illicite des migrants. Et le trafic illicite des migrants est utilisé selon notre propre législation, bien sûr. Je vais vous donner justement une idée générale de ce qui se passe en Gambie. La loi où notre pays est devenu une route assez populaire pour le trafic illicite des migrants. Et bien évidemment, cette route a été utilisée par plusieurs trafiquants, par plusieurs jeunes qui voudraient aller vers l'Europe. On ne sait pas combien de migrants sont en train d'utiliser cet itinéraire. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, un nombre de 3000 Gambiens ont contribué d'une manière volontaire ou sont partis vers la Libye, le Maroc, le Niger et d'autres pays. Dans le cadre de cette route de migration. On est en train de considérer également les acteurs qui sont responsables pour ce trafic des migrants. Ils sont principalement des personnes, des membres de famille qui sont et aussi bien que des amis aussi. En 2016, 60 cas ont été enregistrés dans le cadre. Les méthodes qui sont utilisées pour le paiement dans le cadre de ce trafic illicite des migrants. Ils pourraient par exemple demander $1 500 à $2 000 pour faciliter le voyage de ces migrants. Et ce que je veux te dire aussi, c'est ce qui est en train de se passer. Dans la majorité des cas, ces gens-là sont en train d'être payés par les membres de la famille, les membres de famille qui sont à l'étranger ou alors en Gambie. Et cet argent est payé contre le service qui va être fait pour qu'ils puissent traverser la Méditerranée et rentrer en Italie. Comme vous le savez, il y a cette différence entre le trafic illicite des personnes et des migrants. Ils sont en train d'agir. Le trafic illicite des migrants est un crime. Et la traite des personnes est également un crime contre l'individu et l'humanité. Donc, la forme de trafic ou de trafic illicite des migrants est punissable selon notre propre loi. Et il pourrait prendre plusieurs dimensions et différentes dimensions. Bien sûr, dans les cas, par exemple, de ce trafic illicite au niveau des aéroports, sont en train d'utiliser, par exemple, certains documents, des falsifiés, bien sûr, etc., pour pouvoir sortir du pays. On est en train de détecter également certains autres systèmes au sein de nos propres aéroports.
généralement, ce qui se passe est que les migrants sont en train, justement, certains sont en train de recruter ces migrants et essayer d'utiliser l'itinéraire vers le Nigeria, le Sénégal et vers la Libye également avant d'essayer d'aller ou de traverser la Méditerranée ou la mer Méditerranée et aller en Europe au bout du compte parce que c'est la destination principale pour eux. Donc, ce qui veut dire que dans le cadre de ce projet du Sahara, ils sont en train de complémenter les affaires gouvernementales dans ce secteur-là. Ce qui veut dire qu'il y a ce trafic illicite des migrants qui est en train d'être effectué par la voie maritime et qui représente une menace très importante qui a été observée dans le cadre de notre propre projet. Et bien sûr qu'il y a des bateaux qui sont en train d'être utilisés pour pouvoir transporter les migrants en Libye aussi bien que par la route de l'ouest de la mer Méditerranée. La même chose également, ils sont en train de les prendre vers les îles de Canaries. Donc, ceci est en train de nous montrer que les trafiquants qui, généralement, sont en train de s'orienter vers le Sénégal, aussi bien que les îles Canaries, les agences qui sont positionnées en Gambie ont cette habitude, par exemple, de recruter des Gambiens, aussi bien que des Sénégalais, dans le cadre de ce trafic illicite des migrants, pour qu'ils puissent les aider à les transporter, utiliser la route transatlantique. Au mois de novembre 2017, notre département de l'immigration, avec l'aide des autorités gambiennes, ont intercepté un nombre total de 250 000. Donc, combien aussi bien que des Sénégalais qui ont été arrêtés. Essayons de considérer également les mesures nationales, aussi bien que le cadre réglementaire pour se battre contre ce trafic illicite des migrants. J'ai déjà dit que nous avons signé le protocole onusien et mettre en place également un système. Cependant, le trafic illicite des migrants n'est pas représenté ou n'est pas considéré également comme une offense criminelle. Ceci est en train de nous montrer également comment est-ce que il y a des passeports qui sont en train d'utiliser, qui sont faux. Si vous considérez également le cadre institutionnel aussi bien que la création également de cette unité qui travaille sur ce secteur, ce centre d'immigration a attesté parmi d'autres points pour mettre point à cette trafic illicite des migrants, y compris aussi donc les passeurs, aussi bien que donc le suivi, aussi bien que la surveillance est en train d'être mise en place. Il y a cette capacité de se battre contre le trafic illicite des migrants. Il y a des officiers qui travaillent donc dans ce secteur qui sont en train de fournir certaines techniques relatives à cela, aussi bien que d'autres points qui sont en train d'être fournis à ce titre-là. Il y a également ces offices, une stratégie qui est en train d'être mettre en place dans certains points d'entrée, tels que les aéroports et autres, et essayer de faire face à ce trafic illicite des migrants. Les renseignements jouent un rôle très important. Et là, ceci représente une faille très importante aussi. Il y a des équipes, il y a un manque d'équipement pour qu'on puisse détecter ceci. La mobilité elle-même pour avoir des véhicules de contrôle adéquats pour pouvoir détecter et pour faire face à ce donc, phénomène relatif au trafic illicite des migrants. Tous ces outils, ces équipements semblent être manquants en ce moment pour faire face à ce fléau, pour pouvoir détecter encore une fois ce qui est en train d'être fait par ces passeurs. Le manque de centres de formation, aussi bien que de centres pour les rapatrier ou ces migrants qui sont en train de rentrer dans leur propre pays. Les officiers ne semblent pas être bien formés pour la détection dans le cadre de ce trafic illicite des migrants. Le manque de législation, bien évidemment, semble être très important aussi dans le cadre de ce projet.
La même chose également, ce qui doit être recruté par le gouvernement lui-même pour faire face à ce trafic illicite des migrants. Des données aussi semblent être manquantes et doivent avoir lieu aussitôt que possible. Les recommandations maintenant pour pouvoir conclure aussi, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, afin de faire face à ceci, donc notre propre loi relative au trafic illicite des migrants, je dirais que plus de renforcement de capacité est requis, aussi bien que de données techniques, aussi bien que le partage d'informations relatives au trafic illicite des migrants et des passeurs aussi. Donc, certains sujets relatifs également à ce problème aussi migratoire. Un échange aussi relatif aux meilleures pratiques. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Jola. Nous avons beaucoup apprécié ces informations fort intéressantes, aussi bien que votre flexibilité que vous avez démontrée pour se joindre à nous aujourd'hui. Et j'espère que les participants ont eu cette possibilité de bien vous entendre. Et nous avons essayé de vous garder lors de cet appel pour s'assurer s'il y a des gens qui voudraient vous poser des questions dans la boîte messagerie. Vous pouvez toujours, par exemple, lever la main. Malheureusement, elle n'est plus avec nous en ligne. Vous pouvez toujours écrire vos posées. Merci beaucoup, Madame July, pour votre présence pour nous fournir un aperçu général relatif aux tendances, aussi bien que la situation en Gambie, aussi bien que ce qui est en train d'être fait par les autorités gambiennes pour faire face à ce type de crime et afin de détecter également aussi et d'arrêter les gens qui sont impliqués dans ce secteur. La Gambie, bien sûr, représente un des pays de départ qui, dans le contexte de ce fléau et de cette route dont on est en train de parler aujourd'hui, cette route africaine, et bien sûr, on voudrait maintenant d'aller de la côte de nord au nord-ouest, de se focaliser sur les résultats relatifs à ce qui vient d'être fait par l'Observatoire relatif à cette route. Et je vais demander à Julia Sanda, qui dès le départ a fait partie de notre équipe d'Observatoire et qui fait partie également de cette équipe de recherche qui a déjà élaboré tout ceci et dans le partenariat pour nous fournir aussi ce type de coordination, aussi bien que de soutien des différentes recherches qui ont été faites sur terrain et ensemble avec l'autre équipe qui va certainement nous donner l'analyse de tout ceci. Avec cette notion, bien sûr, Julia, vous pouvez prendre la parole. Merci. Claire? Merci Claire, j'espère que vous voyez ma présentation. Merci, parfait. Donc, je vais essayer de vous présenter les résultats principaux de notre recherche et j'espère ensuite un petit peu approfondir un petit peu sur le sujet pour les questions qui vous intéressent, mais je n'ai pas vraiment le temps de combiner les deux. Donc, quelques mots sur ce qui a été fait sur le terrain. La recherche a été faite en novembre 2021 avec la participation des autorités espagnoles. Donc, les analyses et les expériences de ceux qui vont de la côte ouest africaine vers les îles Canaries, ceux qui ont voyagé en 2021. Nous avons également interrogé des personnes qui étaient arrivées récemment et des informateurs clés du gouvernement espagnol. Et j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé, qui nous ont parlé, qui ont partagé des informations et qui ont partagé leurs expériences. Également, les survivants également de ces traversées et qui ont accepté de parler de ces expériences. Les résultats ont été également validés et nous avons utilisé de la littérature pour nous assurer de leur validité et de leur authenticité.
spécificité. Donc, vous verrez différents types d'informations. Donc, vous allez avoir une présentation au niveau du nombre de personnes dont nous parlons. Le pic absolu historique a été enregistré en 2006 et les chiffres ne sont pas, jamais on est allé au-delà de cela. En 2009 jusqu'à 2019, il y a eu environ 9000 personnes qui sont allées aux Canaries, aux îles Canaries. Et en 2020, il y a eu une augmentation à nouveau avec plus de 20 000 personnes. Et la majorité de ces gens sont arrivés au cours du dernier trimestre de 2020. Et comme vous le voyez sur le graphique, c'est là qu'il y a un pic et ensuite les choses changent. Donc, de quoi parlons-nous? Nous parlons de la route du nord-ouest de l'Afrique. Donc, ce sont des routes maritimes. Il y en a plusieurs qui connectent une large portion de la côte africaine. Donc, le point au sud est donc, vous voyez les différents points qui sont indiqués sur votre carte. Il y a différentes routes maritimes qui connectent ces points de départ sur la côte, qui les connectent avec les îles Canaries. Et il y a différents bateaux qui sont utilisés pour ces voyages. Quelque chose que nous avons noté en 2021, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent du Maroc. C'est le plus près des îles Canaries et beaucoup utilisent des bateaux pneumatiques, pardon, et c'est quelque chose qui a il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ces petits bateaux pneumatiques qui sont vraiment dangereux. Euh, on ne peut pas y mettre autant de gens que si on compare avec les pateras ou bien les cayucos qui étaient utilisés auparavant. Si nous considérons le profil des personnes qui sont l'objet de trafic, nous n'avons pas des informations très détaillées en termes de statistiques, en termes de données, mais ce que vous voyons, c'est que il y a plus de gens qui venaient d'Afrique de l'Ouest en 2021 si on compare avec 2020. Si vous voyez sur le graphique, on ne sait pas, on n'a pas plus de détails au niveau des nationalités. Pendant notre travail sur le terrain, on a rencontré des gens qui venaient de différents pays, d'Afrique de l'Ouest, Mali, Gambie, Sénégal. Et également le profil en termes de genre et âge était très divers. Et bien que nous sachions que la majorité de ceux qui sont arrivés étaient des hommes, 15% des femmes et à peu près 20% étaient des enfants qui étaient la plupart du temps non accompagnés. Donc, si nous considérons l'incidence du trafic, il y a des facilitateurs qui sont apparus depuis 2006. Ce sont des groupes de facilitateurs. Avant, les gens voyageaient de façon indépendante, mais maintenant, les recherches suggèrent que ceux qui sont arrivés en 2020 ont fait l'objet de trafic. Il y a toujours une petite proportion de gens qui travaillent, qui voyagent de façon indépendante aux îles Canaries, qui se regroupent au point de départ sans utiliser les services de trafic. Maintenant, le profil de ceux qui ont utilisé cette route, la raison pour laquelle ils utilisent ces passeurs est souvent la même. Il n'y a pas de possibilité pour avoir les papiers nécessaires pour voyager de façon régulière et c'est très souvent la raison pour laquelle ils utilisent des passeurs. Si vous voulez un visa pour travailler, c'est quelque chose qui coûte très cher, qui est difficile. Il est très difficile de rassembler
tous les papiers qui sont nécessaires. Donc, et cela s'applique pour ceux qui viennent d'Afrique du Nord et pour le sud et pour l'ouest de l'Afrique, mais nous voyons qu'il y a une augmentation au niveau des arrivées de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des gens qui ont vécu en Afrique du Nord et qui ont décidé de faire la traversée. Donc c'est important en termes d'expérience pour ceux qui arrivent aux îles Canaries. Donc le profil de ces gens a changé récemment au cours de l'année passée. Euh, il y en a qui vont directement aux Canaries, il y en a qui vont en Afrique du Nord et ensuite qui décident de faire la traversée. Mais ce que toutes ces expériences ont en commun, c'est que nous avons parlé avec des gens qui essaie de traverser de façon indépendante. Il y a une femme de la Côte d'Ivoire qui a interrogé par l'Observatoire a dit qu'elle a fait plusieurs demandes de visa avant d'abandonner et d'être passée en contrebande parce qu'il était trop difficile d'obtenir ce visa comme cela a été mentionné. Donc, si nous regardons le profil de ces passeurs, la plupart des passeurs qui opèrent sur cette route ne sont pas connectés avec ces routes terrestres, donc ils sont actifs à des points très spécifiques. C'est le point de départ de la côte d'Afrique du Nord-Ouest. Leurs activités, ils s'occupent simplement de traversées marines. Mais très souvent, les passagers et ceux qui dirigent ces bateaux, qui sont les capitaines des bateaux, n'ont rien à voir avec ces groupes. Ils ont un GPS ou ils utilisent un téléphone. Donc, ils utilisent leur téléphone portable au niveau des connexions. Euh, c'est quelque chose qui est très stressant. Donc, si nous avons fait des enquêtes, il y a des enquêtes qui ont été faites, il y en a eu plusieurs qui ont été menées par les autorités espagnoles. Euh, euh, donc, de ce que nous pouvons dire, c'est que en 2021, les gens étaient identifiés, les suspects étaient identifiés sur la base de leur genre. C'était des hommes pour tous. Deuxièmement, la plupart avaient entre 20 et 40 ans, mais il y a eu peu d'enfants qui ont fait l'objet de ces enquêtes. En 2021, au niveau de la nationalité, c'est quelque chose d'assez cohérent des Sénégalais, Marocains ou Gambiennes, et ce sont les nationalités qui sont très souvent les plus vulnérables et qui s'engagent dans ce trafic de migrants. Euh, euh, et il y a également au niveau de la conduite sur le bateau, il y a des témoignages qui ont été fournis par des passagers, par des survivants et qui ont été utilisés par ceux qui ont conduit les enquêtes pour identifier les suspects. Donc, au niveau de la conduite pendant la traversée, il y a l'utilisation des GPS. Ils donnent des instructions également, les passeurs, aux passagers pendant la traversée. Et euh, c'est ceux qui dirigent les bateaux, ces capitaines des bateaux, euh, on voit qu'ils sont un petit peu plus conscients de la situation parce qu'ils passent beaucoup de temps en mer, hein. Donc, le profil de ceux qui ont été arrêtés, qui ont été interpellés par les autorités espagnoles, euh, cela inclut ceux qui sont les capitaines des bateaux. Ce sont des capitaines de bateau pour la plupart de ceux qui ont été interpellés, mais ce que nous trouvons à la suite de nos recherches, c'est qu'ils sont très rarement associés à un groupe criminel. La plupart de ces capitaines de bateau vers les îles Canaries, vers de la côte d'Afrique du Nord-Ouest, un accord, on leur donne un passage gratuit en échange du fait qu'ils sont capitaines du bateau. Ils deviennent parfois un petit peu autoritaires sur
sur le bateau pour s'assurer qu'il y ait de l'ordre sur le bateau. C'est c'est ce qui a été dit par des témoins, mais très souvent, c'est comme des marins qui donnent des instructions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de bateau qui chavire, etc. C'est pour une raison de sécurité et pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement sur le bateau pendant la traversée. Dans les cas rares où les capitaines étaient affiliés avec les groupes criminels, ce que nous voyons, c'est que ce sont des acteurs de très bas niveau. Ils viennent d'un contexte économique un petit peu désavantagé dans la plupart des cas. Et donc, ils s'engagent dans ce genre d'activité et ils reçoivent très peu de profit. Lorsque nous regardons un petit peu les poursuites, la plupart de ceux qui ont été interpellés en Espagne ont été accusés d'infractions aggravées de trafic de migrants et ils ont mis la vie des passagers en danger. La vie en danger pour les passagers et donc c'est la raison pour laquelle ils font l'objet de ce genre d'accusation et donc ils sont condamnés à une peine de 4 à 7 ans de prison et cela dépend un petit peu de ce qui s'est passé pendant la traversée également. Il y a des préoccupations concernant l'accès au droit à la défense. Il y a très peu de juristes, d'avocats qui sont spécialisés dans ce domaine aux îles Canaries. Il y a également des gens qui ont des traumatismes qui sont dangereux pour la vie à la suite de ces traversées parce qu'il y a des abus de position de vulnérabilité de la part du capitaine et les capitaines qui peuvent forcer à commettre des délits et il y a également la possibilité d'être exploité dans le cadre de la traite des personnes. Donc, les risques, bien entendu, il y en a beaucoup. Vous avez une liste ici. Nous avons comparé les chiffres de ceux qui ont été déclarés comme manquants par l'IOM. Donc, et ceux qui ont disparu et ceux qui ont perdu leur vie. Ceux qui sont allés, si vous allez aux îles Canaries, il y a des risques différents. On peut être détenu par ils peuvent être détenus une fois après avoir été interceptés en mer. Et vous avez également des problèmes de coups de soleil, de brûlure, de déshydratation et de mort. En fin de compte, le voyage est très long et c'est quelque chose qui peut prendre jusqu'à 18 jours en fonction des conditions maritimes avec des bateaux sur lesquels il y a beaucoup trop de gens. Euh, euh, et et vous êtes exposé au soleil, au sel, des brûlures qui peuvent être causées par le combustible également, et cela peut rendre l'expérience encore plus difficile. Euh, et il faudrait une réponse différente au niveau de la protection une fois qu'ils arrivent sur l'île. Mais ce sont les risques principaux auxquels ils ont à faire face lors de la traversée. Et sur cette carte, vous voyez les courants de la mer en violet qui indiquent les zones de secours. Il y a des opérations de secours et ce que vous voyez que les courants amènent les bateaux dans le centre de l'Atlantique
et de façon à éviter les patrouilles maritimes, il y a beaucoup de gens qui vont vers le sud et arrivent à El Hierro, ce qui augmente les préoccupations au niveau du risque de mourir pendant la traversée parce que c'est un voyage qui est très long. Il peut y avoir des accidents et il peut y avoir des problèmes parce que le bateau peut être pris par le courant et se retrouver au milieu de l'Atlantique. Donc, je vais m'arrêter ici. J'aimerais un petit peu écouter les autres, voir ce qu'ils ont à nous dire et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Julia. Donc, nous avons juste du temps pour un aperçu des résultats de cette recherche. Comme je l'ai dit, dans les jours à venir, c'est quelque chose qui sera disponible sur le site internet de l'Observatoire et vous pouvez avoir plus de détails, vous pouvez examiner les graphiques, les cartes, etc. Et pour le moment, nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre invité des îles Canaries. Nous sommes très heureux qu'il ait pu nous rejoindre aujourd'hui. Il a également participé à la recherche sur le terrain que nous avons conduite. Donc, Monsieur Santana Mariès est un conseiller sur les problèmes de migration pour le gouvernement des îles Canaries. Et il s'appelle également Chema, comme vous le voyez sur l'écran. Il va parler espagnol. Donc, pour ceux qui écoutaient en anglais, je vous demanderai de sélectionner en bas à gauche de votre écran, vous sélectionnez la langue. Vous avez un menu déroulant et vous choisissez l'interprétation en anglais si vous ne parlez pas espagnol. Donc, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup d'être avec nous. Gracias. Merci à vous de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je vais en profiter pour féliciter Julia également de son travail et le travail de Julien que nous avons partagé lorsqu'elle était venue ici et qui a été vraiment très utile. Maintenant, il y a énormément à dire sur ce sujet et nous pourrions l'analyser en long, en large et en travers pendant très longtemps. Mais je vais revenir sur les points saillants. Quelque chose qu'a dit Julia et qui m'a semblé important, justement, vous avez vu dans le graphique qu'elle a partagé sur les îles Canaries, comment les conditions climatiques spécifiques permettent un trafic plus aisé dans les conditions de navigation entre les mois de juillet et septembre. Et puis, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Nous ne savons pas exactement combien. Et cela était également présent dans le graphique de Julia. Et on ne voit pas suffisamment, en fait, le nombre de personnes décédées, puisque certaines sont disparues et nous ne savons pas si elles ont pu revenir. Les médecins légistes continuent à dire que les personnes ayant disparu sur ces routes ne réapparaissent pas et devraient être considérées comme décédées. Et les familles, de leur côté, continuent leur deuil et ne peuvent pas finir ce deuil, justement. Donc, c'était également des victimes importantes de ces routes et de ce trafic. Et veuillez m'excuser si je parle de ce sujet, mais je pense que c'est important et qu'il est important de le mentionner, puisqu'il y a très peu de personnes qui
réapparu, qui soit réapparu, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi quelque chose d'important à mentionner. Quelques éléments à souligner en termes de trafic de personnes sur la route de l'Afrique du Nord-Ouest vers les îles Canaries. Donc, sont des personnes victimes qui sont déjà dans des situations de vulnérabilité très importantes et qui auparavant ont essayé une vie alternative qui n'a pas fonctionné. Et c'est quelque chose d'important parce que si cette tentative préalable avait fonctionné, eh bien, ces personnes en situation de vulnérabilité n'auraient jamais essayé de contacter des passeurs ou de se mettre dans cette situation de trafic de personnes. Il y a des embarcations qui sortent du Maroc, de la Gambie et de 5 pays au total, mais cela se concentre surtout sur le Maroc et la Gambie. Et il n'y a pas forcément d'informations d'arrivée précises depuis ces pays. Il y en a bien plus que depuis 2021 et 2020. Il y a à peu près 7527. Donc, par rapport à l'année dernière, c'était 4000 personnes et l'année d'avant, 2100 à cette même période de l'année. Donc, véritablement, vous voyez que c'est bien plus élevé. Et également, il faut tenir en compte que, encore une fois, le climat entre septembre et décembre est plus, sont plus accueillantes. Donc là, véritablement, ce n'est même pas une période des plus actives. Donc nous voyons un mouvement de personnes qui arrivent aux Canaries et qui n'utilisent pas toujours les mêmes voies, parfois par avion. Parfois, ces personnes trouvent des visas pour aller dans d'autres pays d'Afrique et d'autres arrivent par la terre. Donc le mouvement se diversifie, ce qui est une réponse habituelle au mouvement migratoire, puisque ce sont des alternatives de survie. Et nous voyons comment l'avion devient un moyen de transport préalable avant d'essayer de rentrer en Union européenne. Le prix a également beaucoup évolué et continue à changer en fonction de la nationalité, du type d'embarcation et parfois du genre. Cela peut être entre 500 et 700 euros pour certains voyages, jusqu'à 3000 ou 5000 euros en fonction donc, de la qualité de l'embarcation, etc., etc. Donc il y a également une hiérarchie des classes au moment de pouvoir payer ce voyage. Et pour vous donner une idée, une mesure que je pense certainement réaliste pourrait être de 1500 euros pour cette route, alors que le billet d'avion est bien moins cher. Et pour la même distance, donc les personnes qui payent plus d'argent pour venir ont généralement 25% de mourir, puisque une personne sur 4 en général décède lors de cette route. Donc il y a une vraie inégalité ouverte que l'on peut voir à l'échelle internationale. Ensuite, j'aimerais mentionner deux choses. Tout d'abord,
la nationalité des personnes qui voyagent, nous les retrouvons depuis de très nombreux pays, mais si nous devons, le Maroc, le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry est également présente, pour mentionner les plus proches des îles Canaries, et puis la côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Gambia, Conakry, Côte d'Ivoire et Maroc. Et Maroc, jusqu'à là, représentait à peu près 50% des routes de la Canarie. Maintenant, cela a un peu changé, surtout ces dernières semaines. Mais je n'ai pas encore de chiffres exacts, une précision suffisante pour pouvoir les partager ici. Mais au cours de ces dernières années, donc, on voyait que la route principale passait par le Maroc. Et puis quelque chose de surprenant également, c'est le passage par le Bangladesh, par exemple, ou le Yémen, ou des endroits qui véritablement se trouvent bien plus loin, le Sri Lanka également, et qui peuvent parfois prendre des années de route avant d'arriver à l'Union européenne. Donc ce sont des choses à tenir en compte, c'est complètement surréaliste, auxquelles nous ne pensons pas forcément. Et donc il y a énormément de flux d'informations également, des migrants, des affaires qui sont réalisées et énormément de confusion. Et j'ai apprécié ce que disait Julien en ce qui concerne les modèles, des modèles qui en fait, ou des patrons qui en fait n'en sont pas. Il y a des personnes qui ont aidé les personnes. Et on pensait qu'il s'agissait de cas d'abus, alors que parfois ce sont des cas d'aide. Et cette nécessité parfois de rechercher des coupables n'est pas juste. Il faudrait que nous revoyions cette situation parce que des fois, les personnes qui ont partagé de la nourriture ne sont pas responsables du trafic illicite. Ils ont sauvé des vies. Donc je pense qu'il faudrait faire une révision et je suis d'accord également avec l'idée que cet espace de discussion doit essayer de clarifier nos idées afin de mieux déterminer les trafiquants. Certaines personnes pensent que certaines personnes en situation de trafic illicite pensent que les trafiquants, les passeurs sont leurs sauveurs. Or, nous savons qu'un outil qui pourrait aider à désactiver une bonne partie des trafics illicites de personnes et de l'insécurité dans laquelle ils se trouvent, et se trouvent les personnes dans cette situation, seraient des visas différents, un système de visas différents qui permettrait de donner un mouvement, une entrée et un retour simplifié. Donc la politique des visas devrait être revue car ce mouvement a augmenté, ce mouvement de trafic dans le monde. Il est de plus en plus difficile de le détecter. Avant d'essayer d'entrer en Europe, comme je l'ai dans l'Union européenne, comme je l'ai déjà dit, les personnes ont essayé d'autres alternatives. Il faudrait travailler à ce que ces alternatives soient viables pour que les personnes puissent rester également, avoir un système préventif qui désactive les routes
afin d'offrir une alternative légale et je suis assez optimiste. Je pense que véritablement cela fonctionnerait et je pense que nous devrions véritablement réfléchir sur sur cette question. Je pense que je vais m'arrêter maintenant. Il y aurait d'autres points à soulever, mais je vous remercie de votre attention et de cet espace. Merci de m'avoir donné la parole. Et merci Julien encore de votre travail et de votre aide. Merci à tous de votre organisation. Merci beaucoup Gemma. Valuable and rich contribution to the event from your perspective. Of the points that we're also very concerned with, you know, in conducting this research, looking at sort of the interaction between prosecution, criminal justice responses to migrant smuggling, and on the other hand, the protection of migrants and refugees' rights. Donc, cette contribution était très importante et comme Anna l'a mentionné, il faut approfondir au niveau du trafic des migrants et si on pourrait avoir une meilleure approche, c'est quelque chose qui est très opportun étant donné le forum qui va prendre à New York, voir un petit peu comment nous pouvons traiter de ces problèmes. Ces événements parallèles sont généralement très courts et la seule chose que je puisse dire, c'est que nous espérons que les contributions qui ont été faites aujourd'hui par Chema des îles Canaries, Madame Juliette de la Gambie, et c'est quelque chose qui contribuera à la façon dont nous pourrons approcher la situation lorsque c'est une route qui est extrêmement dangereuse, qui coûte le plus de vies dans le monde et donc il faut trouver une réponse et c'est le début, espérons-le, plutôt que la fin. Je pense que nous avons une demande pour quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole. Je vais demander à Anna de laisser, pour ceux qui peuvent rester un petit peu plus longtemps, nous avons une question pour Julia au niveau des perpétrateurs ou bien des passeurs qui sont soupçonnés. Donc, Arcadio das Tijera, est-ce que vous voulez prendre la parole et allumer votre vidéo et prendre la parole, s'il vous plaît? Est-ce que vous préférez que je parle anglais ou espagnol? Parce que... pardon? Si vous voulez parler espagnol, anglais, c'est vous qui avez le choix. Très précise. Cette description était véritablement très précise. Merci. C'était véritablement extraordinaire. Et de même pour Monsieur Santana. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui a été mentionné par Monsieur Santana. C'est que non seulement il est important d'avoir la description, l'évaluation, mais il faut également se concentrer sur qu'est-ce que nous proposons. Et toutes ces initiatives que nous offrons, parce que nous sommes en train de perdre cette bataille. De plus en plus, les personnes entendent tant de morts, tel jour et tel jour. Or, un jour arrivera où cela ne sera plus une nouvelle et la seule différence sera combien de morts demain ou combien de morts dans ce mois ou dans cette année. Et c'est pourquoi je pense que tant qu'il n'y aura pas d'accord entre pays qui émettent l'émigration, des pays de transit, des pays récepteurs, eh bien, tant qu'il n'y a pas de loi et d'ordre, il continuera à avoir des trafiquants. Et
Il y a quelque chose que Monsieur Santana a mentionné qui me semble très intelligent, c'est que la plupart des personnes, euh, pendant plusieurs années, Ahora estoy con los Maintenant, je suis avec des patrons qui sont condamnés dans la rue. La plupart de ceux qu'on appelle les patrons, qui est une idée de quelqu'un avec un pouvoir, la plupart sont des migrants. C'est-à-dire, ils ont réduit les prix du billet. Et parfois, je les retrouve en prison. Et la préoccupation est que les gens de Mali, comment ils peuvent trouver un tampon pour leur dire à leur famille qu'ils sont vivants. Les- C'est ce que je veux dire. Madame Claire Healy, et que nous avons une très grande analyse, Madame Sérieux, nous avons une très grande analyse, J'ai travaillé pendant 2 ans dans le Conseil de l'Europe. Je sais que les fonctionnaires internationaux sont des gens très engagés, très sensibles et qui s'identifient énormément vers leur travail et nous avons des superbes analyses. Mais il y a un plan où ça va au-delà de la description et de l'analyse. L'évaluation est également faite. Nous devons nous concentrer à proposer et continuer de proposer. Parfois, et le fait de parler que de la description et que de l'analyse, dans la pratique, nous avons cette culpabilité de ne pas faire quelque chose de plus utile au-delà de l'attention humanitaire, les soins, bien sûr, c'est super important. Je ne veux pas mépriser cela, c'est essentiel. Mais ce que je veux dire, ce que je voudrais dire aux fonctionnaires internationaux est que nous devons aller au-delà et réfléchir aux propositions pour voir de quelle manière ces routes qui existent, comme Gemma a dit, depuis les îles Comores, moi, j'ai dû voir où se trouvaient ces îles parce que je ne me rappelais plus où elles se trouvaient. Elles sont exactement de l'autre côté. Elles sont de l'autre côté du continent, dans la région de Madagascar. Il y a eu des dames qui ont traversé tous les continents qui venaient du Cameroun parce que une personne voulait prendre soin de sa sœur à laquelle on avait coupé le clitoris. Donc, elle disait, je ne souhaite pas être ici, je souhaite aller en Hollande où j'ai un travail, où j'ai une famille, je ne souhaite pas passer par les Canaries. Personne ne souhaite rester dans les Canaries. Elle voulait continuer son chemin. Donc, s'il n'y a pas des accords entre les pays d'accueil et les pays des destinations, s'il n'y a pas des lois et des accords entre les différents États, les différents pays, je sais que cela est lié au continent, non seulement avec les nations et les frontières créées. Je le sais, j'en suis conscient. Parfois, une tribu ou une ethnie est plus importante qu'un État, concrètement. Mais s'il n'y a pas ces accords, s'ils n'existent pas, nous serons toujours face à une défaite. Je ne souhaite déprimer ou culpabiliser personne parce que avec cela, on ne trouve pas des solutions. L'idée est de dire justement que ceux qui s'occupent de ces sujets, ils font beaucoup et nous en sommes reconnaissants. Mais de la même manière que moi, j'ai dû arrêter de travailler sur ce sujet pour des raisons de santé, ça va être pareil pour certains d'entre vous. Et je pense que nous devons passer ce message à ceux qui sont responsables aujourd'hui d'essayer de prendre des décisions. Merci encore une fois de m'avoir invité, de m'avoir permis de prendre la parole. Merci et Monsieur Santana de m'avoir invité. Et moi, je travaillais en tant que sénateur, je travaillais comme ombudsman, et je travaillais également dans le Conseil de l'Europe. Comme je, et ce que je tiens à dire est que cela fait plus de 30 ans. Et la première embarcation qui est arrivée en Canaries, c'était en 98 à Fortaventura, depuis la côte africaine. Après 12 heures, c'était des enfants à l'époque. Et depuis, 30 ans se sont écoulés et nous continuons de faire et dire les mêmes choses, n'est-ce pas? Désolée. Merci.
Professeur, merci énormément. Experience and Merci d'avoir partagé votre expérience et pour votre appel sur ce qu'il doit se passer par la suite. Et je ne peux pas partager les décennies que vous avez d'expérience, mais j'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis de vos sentiments. On ne peut pas répéter de dire les mêmes choses et regarder les tragédies qui se déroulent sous nos yeux. Je pense que malheureusement, c'est tout ce que nous pouvons faire pour aujourd'hui, mais nous aimerions rester en contact avec vous, professeur, et avec tous les participants, car comme je l'ai dit, j'espère que ce n'est pas le début, mais nous pouvons un petit peu changer l'approche et considérer les meilleures façons d'empêcher ce genre de crime et de protéger les droits des gens et empêcher les morts, les blessures et les préjudices qui sont causés. Malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient prendre la parole, mais nous sommes vraiment, nous n'avons plus de temps, donc je vous demanderai de prendre contact avec nous, avec moi, avec Julia et avec le reste de l'EPIC. Nous aimerions continuer à travailler avec vous. Nous vous enverrons des informations au cours des jours à venir lorsque la recherche sera disponible. Mais pour le moment, j'aimerais vous remercier tous de nous avoir rejoints. Merci à l'équipe technique, merci à tout le monde pour être très flexible avec les problèmes techniques que nous avons eus. Et nous espérons pouvoir rester en contact avec tout le monde. Et c'est vraiment le moment de changer d'approche et d'avoir une amélioration au niveau de cette situation d'urgence. Donc sur cette note, je vous remercie beaucoup. Thanks a lot. Merci à tout le monde. Gracias. Et je remercie tout le monde pour cet événement d'aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. Luego, Gemma.